Je ne suis pas là pour vendre des livres, ça fait plaisir à mon éditeur pour le prochain, donc c'est quand même pas mal de vendre mon livre, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on partage pratiquement 10 ans de travail parlementaire, ça c'est bien. Alors je vais commencer par vous présenter. Allez-y, je m'assois. Voilà, vous avez commencé surtout par travailler dans la finance et autour des lois de la finance. Yes. Comment encadrer justement, comment le garder au blanc, au propre cet argent, savoir où il va, d'où il vient, ou dans l'autre sens, d'où il vient et où il va surtout. Aussi. Et donc vous avez travaillé pendant longtemps dans ce système, avocate au départ et progressivement dans la politique. Et petit à petit vous êtes aussi tourné vers tout ce qui est le monde du terrorisme. Absolument. Donc ça fait une sorte de triangle C'est ça. entre l'argent, la légalité et le terrorisme. Et donc le livre qui vous présente ce soir, que vous allez nous présenter ce soir, est le point G, j'allais dire, de ce triangle. Goulet. Voilà. C'est le nom de mon mari, il ne vous a pas échappé. Qui tient en équilibre cet échafaudage et qui est présenté d'une manière justement très pratique, pragmatique, j'allais dire, puisque vous partez d'un abécédaire, c'est-à-dire que c'est pas, bon, bien sûr, il n'y a pas de jeu, c'est un dictionnaire qui se lit lettre par lettre, article par article, par ordre donc alphabétique, et qui est augmenté, j'allais dire, c'est un livre très récent, puisque vous pouvez suivre avec des QR codes les différents discours de Madame Goulet ou de ses collègues sur les thèmes qui sont proposés dans les différents chapitres. Donc vous avez le livre et en plus vous pouvez avoir la vidéo et le son. Et ben voilà. Il y a beaucoup de schémas pour expliquer beaucoup plus clairement aux néophytes, puisque tout le monde ne connaît pas les arcanes fiscales aussi bien que certains membres de ce soir. Vous allez voir, c'est très simple. Donc les schémas sont aussi disponibles. Et c'est ça que j'appréciais dans ce livre que j'ai eu le temps de feuilleter aujourd'hui, c'est qu'il est accessible tout en étant parfaitement clair et documenté. Donc c'est pas quelque chose, je veux dire, qu'on ne va pas se coucher en disant je vais me détendre en disant ça. Pas vraiment. Mais si vous voulez suivre un journal télévisé ou une émission en comprenant un petit peu mieux ce qui se passe autour de vous, si vous voulez comprendre, je veux dire, le prochain James Bond, avant même qu'il ait sorti son revolver, vous pourrez mieux suivre, comprendre pourquoi le méchant a tellement de pouvoir quelque part, grâce à ce livre. Eh bien merci. Il n'y a pas que les méchants malheureusement. Donc en fait, ce que je vais vous faire, c'est une petite présentation. Donc je vous ai à peu près expliqué la mécanique du sujet. Donc il faudrait, je ne sais pas s'il y a une télécommande pour les slides. Non, je vais faire. Alors si vous pouviez, allez-y. Voilà, donc vous pouvez tourner parce que là malheureusement on a un petit souci, c'est que l'Union européenne, alors ça sont les documents officiels de la Commission européenne qui financent, tournez s'il vous plaît, qui financent des organismes qui n'ont absolument rien à voir avec les valeurs de l'Union européenne. Vous avez notamment European Networks Against Racism, qui est absolument lié aux frères musulmans. Le collectif contre l'islamophobie en Belgique est celui qu'on a viré de France, le CCIF, qui s'est installé à Bruxelles. L'islamophobie étant un sujet qui est complètement créé, constitué, bâti par les frères musulmans, de façon à ne pas pouvoir contester ou critiquer l'islam. Vous avez l'université de Gaziantep qui reçoit des sommes absolument astronomiques qui sont là. C'est les documents officiels. De toute façon, vous allez voir après, il y a absolument toutes les références. Je n'invente absolument rien, malheureusement. Et donc l'université de Gaziantep qui a applaudi au 7 octobre et qui a fait une ovation à annier l'ancien responsable du Hezbollah, Hamas. Vous pouvez tourner, s'il vous plaît. Qui se trouve à Gaziantep? Gaziantep, c'est en Turquie. Gaziantep, c'est la ville qui est limitrophe entre la Turquie et la Syrie, là où il y avait les camps de réfugiés syriens. C'est-à-dire que là, je suis en Turquie, mais à la vidéo, je suis en Syrie. Et Gaziantep Oui, je comprends bien. Et donc, on est exactement à un point crucial, puisque c'est là que passaient tous les réfugiés syriens et irakiens à Gaziantep. Et ça, qui est absolument extraordinaire, qui est FEMISO, qui est une fédération d'associations
totalement lié avec les frères musulmans. Donc un de mes collègues est en train de défendre un des amendements en séance aujourd'hui dans le budget de l'Union européenne. Tournez s'il vous plaît. Parce que ces gens-là financent ça. Donc ça, c'est la beauté dans la diversité. Vous pouvez remonter parce que là on ne voit pas très bien, je ne sais pas si... Si, on voit bien. C'est un peu dommage parce qu'il en manque un petit bout, mais je ne sais pas, c'est peut-être vous, c'est moi, je sais financé C'est par l'ordinateur. le Parlement. Ça est financé par le Parlement européen, par le Conseil de l'Europe. Donc moi, j'ai absolument aucun problème pour les femmes qui portent un voile, c'est leur absolue responsabilité, leur absolue liberté. J'ai absolument tout contre l'Union européenne et notre argent qui finance des voiles, des campagnes de promotion de la sorte. Au moment où les femmes afghanes disparaissent de la place et au moment où les femmes iraniennes meurent pour s'en affranchir, je considère que l'Union européenne n'a pas à financer ça. Et je suis un peu embêtée que vous ne voyez pas ici, à la fois le Conseil de l'Europe, etc., qui sont alors c'est sûrement mon valeureux collaborateur qui a mal fait mais c'est bizarre parce que normalement ça apparaît. Donc ça c'est financé par Fimiso qu'on a vu juste préalablement. Vous pouvez tourner s'il vous plaît. Ça c'est absolument extraordinaire. Mais là aussi il nous en manque un morceau. Je suis un peu embêtée. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas... Le pied peut-être Réglé. Je crois pas. Je pense qu'il faut quand même regarder parce qu'il en manque un morceau. Non, Et là non, franchement c'est- ça m'embête. Comment tu l'as dans Et on voit tout. l'ordinateur Parce que normalement vous l'avez, c'est pas possible parce que là il en manque un morceau. Regarde, je vois que la photo elle est inclinée. Vous pouvez pas la réduire? Je te la remonte. Parce que c'est pas moi mon texte il est correct. Donc ça peut pas, il en manque un morceau. Vous pouvez pas réduire l'image? Parce que c'est quand même très important ce que je vais vous dire là. Voilà, bougez pas de là, c'est très bien. Je vous explique. Ça, celui-là, entouré en rouge, c'est celui qui a organisé l'assassinat de Samuel Paty. Celui-là, c'est l'imam Iqiysen qu'on a eu beaucoup de difficultés à expulser. Et celui-là, il est absolument lié avec les frères musulmans et tout le monde le sait. Ces trois aimables individus ont organisé une série de conférences ici pour collecter de l'argent. Donc vous voyez, c'est un peu les adieux de Johnny Hallyday. Sauf que c'est pour collecter de l'argent pour une école d'ouléma en Mauritanie, laquelle école d'ouléma en Mauritanie est fermée pour ses liens avec les frères musulmans. Et donc, quand vous voyez ça, vous vous dites, enfin, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante. Ces trois individus, dont les deux le premier ont été expulsés, le troisième ne viennent plus en France, organisent des collectes de fonds. Bon, pourquoi pas? Moi, je considère que c'est le contraire. Et vous voyez, ils ont tourné dans toute la région parisienne. Donc moi, j'ai téléphoné à notre ambassadeur en Mauritanie en lui disant, enfin, qui a donné le visa pour ça? Pas nous, les Allemands. Donc ça, c'est des visas Schengen. Il a un visa pour l'Allemagne, il peut aller en France. Donc nous, on ne lui a pas donné de visa, mais il est quand même sur le territoire français. Et donc, il collecte de l'argent pour une école d'ouléma en Mauritanie, école fermée à cause de ses liens ferristes. Jusque-là, pourquoi pas? Mais vous voyez qu'ici, c'est marqué que les dons sont déductibles d'impôts. Ça veut dire que vous et moi, on a payé pour une école d'ouléma en Mauritanie. Bah oui. Et moi, je ne suis pas d'accord. Avec ce genre d'affiche, est-ce que la préfecture, par exemple, est au courant de ce genre de Oui. réunion? Oui, mais ils ont laissé faire. Et il y en a même une qui s'est passée dans une salle d'une mairie de la région parisienne. Et ça, c'est vraiment très emblématique. Donc, il y a dans l'excellent livre que j'ai commis, il y a un article sur nos impôts qui financent le terrorisme. Parce que si vous remontez un peu, vous pouvez aller un peu en arrière. Excuse-moi Nathalie, si je comprends bien, c'est-à-dire les gens ils ont carrément fait des CERFA Oui, bien sûr. Oui, ben c'est ça. pour déduire des impôts. Absolument. C'est bon. Oui. Oui, mais C'est pas facile. le problème, voilà, là on a la bonne image. Vous voyez sur Beauty Diversity, vous avez le Conseil de l'Europe, l'Union européenne et d'autres associations. Et c'est en cela que le Conseil de l'Europe, qui est à l'autre bout de l'avenue, finance ce genre de trucs, avec nos impôts. Et alors, le budget qui est en train de passer cet après-midi au Sénat, pour lequel j'ai demandé 200 millions de moins, mais ça ne marchera pas parce que la contribution à l'Union européenne est obligatoire, et Benjamin Haddad s'est engagé à, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne financent ça. Et ça, c'est juste absolument scandaleux.
Je veux dire, ça, c'est contraire aux valeurs de l'Union européenne. J'ai, encore une fois, absolument rien contre les femmes qui portent le voile. J'ai tout contre nos impôts qui financent ce genre de campagne-là. C'est pas à nos impôts de financer ça. Parce que ça sous-tend, évidemment, un islam politique. C'est comme ça que vous avez des gamines de 5 ans, 6 ans, 7 ans qui sont à l'Assemblée nationale avec le voile, etc. Tout ça, c'est du travail des frères musulmans qui grignotent la République, qui évidemment, font une promotion de l'antisémitisme. Et nous, on est là, ni réveil, ni sursaut, à financer ce genre de choses. On a eu le même problème à Strasbourg, si je peux me permettre, au niveau municipal. Bien sûr. Où une campagne Bien sûr. de promotion de la ville montrait une jeune femme, une dame plus âgée, mais peut-être voilée, magnifiquement en jaune. Oui, je me rappelle. Voilà. Et donc financée une aussi ville, par la ville pour Oui. les gens qui ne se sentaient pas forcément concernés. Oui, non, mais je veux dire, Dis bien. que les gens portent un voile, c'est leur droit le plus strict, comme les femmes religieuses, une perruque, etc. D'ailleurs, les premiers horaires de piscine séparées l'ont quand même été ici pour les femmes juives. En même temps, vous n'êtes pas épilé, vous avez de la cellulite, vous n'avez pas forcément envie de vous montrer à tout le monde. Donc ça, c'est votre problème. Mais il faut aussi relativiser les choses, les heures séparées dans les piscines, etc. On ne peut pas impliquer la communauté musulmane dans tous les péchés multiples et variés. Mais ça, c'est juste scandaleux. C'est scandaleux pour plusieurs raisons. D'abord, c'est notre argent. C'est déjà compliqué. Deuxièmement, vous avez aujourd'hui des femmes qui sont dans une situation d'esclavage, plus que d'esclavagisme, de disparition. Je pense aux femmes afghanes, je pense aux femmes iraniennes qui se battent pour s'affranchir du voile. Je ne crois pas qu'il soit dans les valeurs de l'Union européenne de financer ce genre de choses avec nos impôts et notre argent. Donc moi, je suis extrêmement hostile à ça. Non pas, encore une fois, d'un point de vue républicain, pour les femmes qui portent le voile, elles font ce qu'elles veulent. Je suis hostile à l'idée que nos impôts financent ce genre de choses. Ça, c'est Promotion. Pardon ? De la promotion religieuse, Absolument. qui est anti-laïcité. Qui est évidemment anti-laïcité. Mais alors, Oui. qui vote pour utiliser cet argent C'est une très bonne question. Parce que Alors, l'Europe est totalement anonyme. On va y venir dans une minute. Donc, vous avez ça qui est juste scandaleux. Vous avez ça qui est absolument scandaleux, puisque nos impôts, quand vous avez déduction d'impôts, ça veut dire que tous les gens qui ont donné là ont reçu un CERFA et le contrôle. C'est vous qui étiez aux impôts ? Vous y êtes encore. Mais écoutez, je suis très contente que vous ne soyez pas dans mon département pour me contrôler. Mais en attendant, l'histoire, c'est que les gens déduisent, les associations déduisent, et le contrôle se fait peut-être, et en principe jamais, parce que le nombre d'associations qui délivrent des CERFA, c'est toujours a posteriori et que le contrôle ne se fait pas. Il faut que vous sachiez que l'effort fiscal sur les associations, c'est à peu près 7 millions d'euros. C'est énormément d'argent. Et donc vous avez les pêcheurs à la ligne, vous avez les fabricants de camembert, vous avez la confrérie du pain d'épices, qui est évidemment remarquable, et qu'il faut évidemment soutenir, mais en même temps, vous avez ça. Et ça, c'est pas possible. Donc, théoriquement, l'argent des dons est censé rester en France. Mais ça, on va y venir. Oui, mais il peut être en France et mal utilisé. Donc le problème, je veux dire, la question de ça, c'est une chose entendue. Si vous pouvez relire, maintenant que vous avez bien vu que c'était marqué déduction ici, vous voyez, voilà, ça. Ça, c'est très compliqué. Parce que la déduction d'impôt pour une école de l'UMA en Mauritanie, moi je refuse, et vous aussi. Or, ce qui se passe, c'est que la déduction d'impôt ici rejaillit sur nos impôts à nous tous. Puisque la déduction va être évidemment éparpillée entre les divers contribuables, puisque c'est une rentrée en moins dans le budget. Et ça, c'est incontestablement un souci qu'on n'a absolument pas réglé. Parce que ça date de 2019, mais ça continue. Mais cette histoire-là a été... J'ai posé plusieurs questions d'actualité au Sénat, je suis intervenue, c'était Castaner à l'époque, qui a promis, juré, craché, qu'il n'y avait pas, etc. Alors, c'est pas de chance pour lui, parce que le dîner était le 24 mai, que c'est mon anniversaire. Et donc, j'ai suivi ça de près. Et en fait, le dîner, comme il y a eu un problème, et que j'ai posé une question d'actualité, le ministre m'a dit,
Alors le journal officiel est mon témoin, donc je n'invente rien, malheureusement je préférerais inventer. Et le ministre m'a dit le dîner a été annulé. Le dîner n'a pas été annulé du tout, il a été reporté au 25 mai. Voilà. Donc ça c'est resté. Et quand vous voyez l'argent qui est collecté, c'est la déduction d'impôt qui est compliquée. C'est la déduction d'impôt qui est compliquée. Vous pouvez tourner s'il vous plaît? Voilà. Et alors, ça c'est absolument extraordinaire. Ça c'est la dernière trouvaille de la Commission européenne, plus exactement le centre de recherche. Ça c'est 10 millions d'impôts, 10 millions d'euros. Alors c'est un Coran européen. Malheureusement, j'ai mon collègue en séance qui est en train d'argumenter, qui a gardé mon Coran européen. C'est donc 165 pages qui vous expliquent que Rousseau, Voltaire, les philosophes, l'Europe, Rabelais, etc., n'ont aucune espèce d'importance, que ce qui a construit l'Europe, c'est le Coran. Donc là, vous avez une personne qui est la traductrice de Al-Banane, c'est-à-dire le fondateur, philosophe, créateur, instigateur des frères musulmans. Donc, du Tariq Ramadan. Absolument, le grand-père. Et ces deux-là sont des professeurs à l'Institut qui s'appelle l'Institut des sciences humaines, ou je ne sais pas quoi, qui est dans la Nièvre, qui vient d'être fermé d'ailleurs par Darmanin. Et donc, vous avez Napoléon avec le Coran. Et, chers amis, la Commission européenne a payé 10 millions pour ça. C'était quand? Là, cette année. C'est sorti, vous pouvez l'acheter à la FNAC. Mais c'est dans quel cadre ils ont fait ça? Oui, c'est l'Institut de recherche des sciences humaines de la Commission européenne. Donc une demande de subvention qui a été accordée. Absolument. 10 millions. Alors 10 millions pour 165 pages, ça fait 65 000 balles la page. Oui. Quelque chose à voir avec le programme Horizon ou pas? Pardon? Quelque chose à voir avec le programme Horizon de l'Union européenne? Je crois pas. Parce que c'est Horizon qui finance la recherche et que justement... Je crois pas. Enfin, le problème est assez simple. Nous, on a payé 10 millions pour ça. Voilà. Vos impôts et les miens ont payé 10 millions d'euros pour un Coran européen qui fait 165 pages et qui nous explique que c'est le Coran qui est au cœur de la philosophie européenne. Alors ça peut être un sujet intéressant, savoir l'apport. Le Conseil de l'Europe, il y a très longtemps, enfin l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il y a plusieurs années, avait fait un triptyque avec l'apport du yiddish dans la culture européenne, l'apport de l'islam dans la culture européenne, mais aussi l'apport du christianisme. Donc il y avait une espèce de triptyque qui était assez intéressant, parce qu'évidemment il y a des apports. Personne ne nie les apports des uns et des autres dans la culture européenne, etc. Surtout, notamment, je parle par exemple de l'Espagne avec l'Andalouse ou whatever. On comprend bien qu'il y a des apports, il y a des mélanges de cultures, tout ça est parfaitement cohérent et parfaitement intelligent. Mais 10 millions d'euros pour ça, avec une orientation, me semble absolument, totalement scandaleux. Donc, pour cette première partie, vous voyez que, en réalité, on a des financements liés notamment à l'islam radical et aux frères musulmans, de la part d'institutions qui devraient être beaucoup plus prudentes. Et mon collègue Michel Canevet, sénateur du Finistère, quelque part en Bretagne, est en train de plaider pour une diminution des budgets européens, parce que nous ne voulons pas financer ça. C'est en diminuant les budgets ou en les pistant mieux? Alors il y a les deux. Surveillant. Mais là, de toute façon, ça ne marchera pas, puisque de toute façon, c'est des budgets obligatoires. Donc on ne pourra pas. Mais il défend en lieu et place un amendement tout à l'heure, en expliquant exactement la même chose à Benjamin Haddad, qui s'est beaucoup investi précisément pour un meilleur contrôle. La Cour des comptes européenne, parce qu'il y a une Cour des comptes européenne, a rendu un rapport en avril, au terme desquels il y a 7,4 milliards d'euros dont on ne retrouve pas la trace, soit qu'elles ont été versées à des associations ou des fondations dont les valeurs avec l'Union européenne sont discutables, soit parce que les programmes financés sont tout aussi discutables. Enfin, c'est 7,4 milliards, ouais. Déjà, qu'est-ce que
c'est un budget obligatoire, et en plus c'est 7,4 milliards, comment on s'est rendu compte que ça manquait, c'est une question de... Parce qu'il y a une Cour des comptes, au niveau européen qui ont Mais fait ça des veut dire que les contrôles. comptes ne sont pas équilibrés à 7,4 milliards. Non, c'est qu'il y a eu 7,4 milliards notamment, Oui, c'est pas justifié. il y a eu des financements, ils ont contrôlé le circuit des financements et ils ont constaté qu'il y avait un problème, soit à l'égard des fondations, associations, peu importe, NGO qui avaient touché ça, soit les fondations en question ne respectaient pas vraiment les valeurs de l'Union européenne, soit les programmes qui étaient financés ne les respectaient pas non plus. Donc Et ça veut donc, dire que c'est 7 milliards. 7 milliards 4, donc c'est de l'argent dont on n'arrive pas à dire pourquoi il a été utilisé. Voilà. Alors ça peut être pour ça, mais ça peut être aussi pour des écolos excités, ça peut être pour n'importe quoi. La Cour des comptes a rendu un rapport très clair. Cour de compte de l'Union européenne. Oui, 7 milliards 4. Non, mais je sais, la Cour de compte de l'Union européenne. Oui, absolument. Et c'est quoi un budget obligatoire? Les contributions de la France à l'Union européenne sont obligatoires, elles sont fixées. Ah, c'est ce budget-là. Ok, Oui. merci. Oui, c'est ça. Donc on a une contribution obligatoire. Oui, je vous en prie. Quand vous parlez des subventions à des différentes associations, Oui. il y a un contrôle avec un vrai suivi des fonds qui sont demandés, des motifs des subventions demandées. Comment ça se passe concrètement à Alors Bruxelles? sur l'Union européenne, c'est non. Et en France, c'est pas beaucoup non plus, parce que les contrôles se font éventuellement a posteriori. Non? A posteriori. Et donc, si vous voulez, enfin, je veux pas avoir de sujet qui fâche, mais je vais vous donner un exemple. Il y a une discussion très sérieuse sur le bien fondé d'une déduction d'impôt si vous donnez de l'argent à l'armée israélienne. Mhm. Est-ce que la déduction d'impôt est complètement évidente? Voilà. Non. Voilà. Le CERFA n'a pas vocation à financer autre chose. Voilà. Bon. Des actions non culturelles. Non mais d'accord, enfin si vous voulez, voilà. Et vous avez un tas de sites, surtout après le 7 octobre, qui ont flambé, etc. Et dans le même temps, vous avez un nombre de sites invraisemblables qui ont, eux, flambé pour l'aide à Gaza, l'aide ici et l'aide là. Donc si vous voulez, il faut être quand même extrêmement prudent dans la manipulation de ce genre de choses. Moi je considère, je paye ma place à la synagogue pour Yom Kippour. J'ai un CERFA, je ne le donne pas. Je considère qu'il n'y a aucune espèce de raison que le contribuable français peut contribuer à ma place de Kippour à la synagogue. Bon, c'est mon choix. Après, vous avez des dizaines de personnes qui vont utiliser leur CERFA pour le mettre dans leur déclaration d'impôt. Je veux dire, ceci est de la liberté républicaine et démocratique, c'est une option. La mienne est de ne pas le faire. Mais après, chacun est libre de ce qu'il veut. Donc, si vous voulez, il faut être quand même très prudent sur ce genre de choses-là, parce que la réalité, c'est que le système est tellement mal foutu que vous arrivez à des difficultés. Mais moi, en tous les cas, là où je suis absolument persuadé qu'il ne faut pas le faire, c'est ça. Si vous voulez passer juste le slide avant. Juste avant. Non, ça c'est trop rigolo. Là. Ouais, ça c'est niette. Ça c'est non. Pourquoi? Parce que déjà, les individus qui organisent la chose sont déjà hautement suspects des liens avec les frères musulmans. Donc ça ne peut pas être déductible d'impôt. En plus, pour être déductible d'impôt, je fais partie d'une association, la VISO, il faut qu'il n'y ait pas de contrepartie type repas, justement. Il faut qu'il y ait de facture d'un traiteur pendant l'événement pour qu'on puisse éventuellement donner un CERFA. Ça doit être un don, pas une déduction d'un repas. Oui, mais si vous voulez, compte tenu du fait qu'il y a, je ne sais plus combien, 1 500 000 associations en France, que les services des impôts ont un nombre de TP réduit, que tout ça est quand même assez complexe et que le nombre de personnes... Enfin, je vous vois sourire. Non, pas du tout. Non, je vous écoute. Le monsieur derrière. Ah, pardon. Non, c'est par rapport à la réflexion qu'a faite madame. Ça doit pas être en contrepartie de quelque chose. C'est ça qui fait des soirées. Non, mais c'est pas surveillé. Mais maintenant, puisque vous me donnez la parole, je absolument pas polémiquer, mais
vous avez abordé un point, vous aurez peut-être mieux fait de ne pas l'aborder en ce qui concerne la contribution aux institutions, à l'armée israélienne. Et il me semble, et j'en ai été très étonné, que vous êtes intervenu officiellement Oui. contre cela. Ben, ça, il faut le dire. Hein. Bien sûr, mais je le dis d'autant mieux que ça me permet d'avoir une totale liberté. Ouais. Moi, je considère que si c'est de l'aide... Vous l'aviez fait en 2016. Oui. En 2016, où le problème encore se posait, c'était Oui. pas la contrepartie des dons aux associations musulmanes. Pareil, la même chose. On devrait non seulement interdire, mais en dehors des problèmes d'islam, etc., je vois toutes ces associations auxquelles on donne, que ce soit en France ou que ce soit au niveau de l'Europe, il faudrait les supprimer. On est dans une période où chaque centime compte. Et je crois que tous ces dons, alors en plus quand on entend qu'il y a un financement de 7 milliards qu'on n'arrive pas à retrouver, 7 milliards 4. franchement... Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez être totalement objectif et équilibré, J'entends bien. mais je veux dire, moi j'ai absolument... Je veux dire, peu importe, que ce soit la Viso, que ce soit le Kerem Kayemet, que ce soit tous les autres trucs, n'importe quelle tzedaka est bonne pour moi, j'ai pas de souci. Mais je veux dire, après, vous ne demandez pas aux contribuables français donc c'est une histoire qui nous regarde. J'ai étonné que ce soit vous qui interveniez pour ce genre de choses. Mais c'est pour pouvoir mieux défendre ça. Voilà. C'est pour qu'ils ne me reviennent pas en boomerang Parce que le problème est totalement différent. Si c'est pour financer les familles des soldats, les enfants, les trucs, etc., tout ça est différent. L'armée... Bref, tout ça pour vous dire que ce problème de déduction d'impôts est un problème extrêmement sérieux. Et que donc, là, vous avez un triptyque compliqué de financement public au profit d'associations en lien avec les frères musulmans et de financement qui sont notoirement antisémites, qui grignotent la République, qui sont absolument contraires aux principes de la République et sur lesquels il faut absolument veiller. C'est ce que mon collègue est en train de faire en ce moment même au Sénat pour essayer d'expliquer au ministre qu'il doit mieux contrôler les fonds. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre de financements qui, eux, sont liés à la criminalité organisée dont on va parler maintenant. Si on veut bien... Voilà. Alors là, on va passer à des choses beaucoup plus drôles. Non, c'est pas ça, c'est toujours pas ça. Ah, sur le religieux, c'est quand même un problème extrêmement politique, puisqu'il Bien est sûr. hors de question de Oui. contrôler une association de type religieuse, ça c'est très clair. Voilà. Après, depuis quelques années, il y a des efforts qui sont faits au Oui. niveau des C'est associations vrai. qui débutent et qui veulent pouvoir... Parce qu'elle débute, parce qu'on a voté la Et loi là, il y a un contrôle. sur les principes de la République, précisément pour éviter ça. Mais c'est assez récent, puisque la loi... Intéressant. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que vous me parliez de ça, parce qu'il s'est passé quoi dans la loi de 2021 sur les principes de la République, qui était destinée précisément à essayer de mieux organiser les financements, etc., à contrôler un certain nombre de financements complètement anarchiques. Au milieu du débat de cette loi de 2021 sur les principes de la République, on a eu un débat un beau matin, parce qu'au milieu de la discussion du texte, on avait un texte sur l'interdiction des certificats de virginité. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le terrorisme? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'islam radical, etc. Des médecins, je parle à Doc Talon, étaient menacés parce qu'ils ne voulaient pas délivrer un certificat de virginité. Globalement, quelle est la population qui demande un certificat de virginité? Vous avez les musulmans et les roms. Et donc, vous vous trouvez dans la France de 2021 à devoir voter sur l'interdiction des certificats de virginité, qui est quand même un sujet absolument préhistorique, complètement contraire aux droits des femmes, à l'intégrité du corps humain, etc. Et donc, on a eu un débat très intéressant, et c'est bien que vous me parliez de ça, parce que j'en ai peut-être pas parlé maintenant, mais ça association d'idées, comme vous voyez, j'ai pas de notes que je fais au fil de l'eau. Et on a eu un débat très intéressant au Sénat en se disant, finalement, est-ce qu'on ne peut pas autoriser les médecins à faire un certificat de complaisance, de façon à ce que les femmes soient protégées, et finalement... Et puis, au fur et à mesure du débat, on a dit, enfin, un certificat de complaisance, c'est rentrer
dans le système d'être d'accord sur l'idée d'un certificat de virginité. Et donc, la République, unanime, en 2021, a interdit les certificats de virginité. Pour vous dire que les affaires de voile, de promotion, de soutien de l'islam radical et des frères musulmans arrivent à grignoter la société au point qu'en 2021, je ne parle pas de 1870, je ne vous parle pas du début du XXe siècle, je vous parle de 2021, le Parlement est obligé d'interdire les certificats de virginité en France. Ça veut dire que l'ensemble de ce grignotage a des conséquences. Et quand on parle des frères musulmans, il faut savoir que leur objectif est évidemment de promouvoir un islam politique, de mettre la charia au-dessus des lois de la République. Donc, et cette histoire de certificat de virginité est incontestablement un sujet dont on pourrait parler des soirées entières. Mais vous voyez, c'est à ça qu'on est arrivé. Et c'est pour ça qu'il faut absolument interdire les financements de ces associations qui font la promotion du voile, mais qui, derrière le voile, promeuvent évidemment l'antisémitisme et tout un tas de dispositions qui sont absolument contraires, non seulement aux valeurs de la France, mais aux valeurs de la République, mais aux valeurs européennes aussi. Et le certificat de virginité est une preuve manifeste. Enfin, qui d'entre vous aurait pensé qu'on a besoin d'interdire un certificat de virginité en 2021 parce que les médecins sont menacés? Je pense que personne ici n'aurait la moindre idée qu'on ait ce type de problème. Et pourtant, on l'a eu. Vous voyez? Alors, dans les autres financements du terreau, puisque c'est pour ça qu'on est là ce soir, on va parler de la contrefaçon. Voilà. Alors, ça peut sûrement vous surprendre, mais dans le financement du terrorisme, il y a la contrefaçon. La contrefaçon, c'est pas seulement Gucci Prada, c'est une activité qui est évidemment de criminalité organisée, mais aussi de financement du terrorisme. Donc, c'est des faux médicaments, c'est des faux jouets, enfin des jouets contrefaits et dangereux, c'est des fausses pièces détachées d'automobiles, c'est des fausses pièces détachées d'avions, c'est des Ray-Ban qui brûlent les rétines, c'est des dentifrices toxiques, etc. Et donc, dans cette contrefaçon que vous voyez là, vous pouvez tourner s'il vous plaît. Voilà. Vous avez notamment l'utilisation des réseaux, et vous avez une activité extrêmement importante des réseaux terroristes autour de la contrefaçon. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui est assez peu contrôlée. Quand vous avez des douaniers, vous en avez quand même un nombre assez limité, ils vont s'attaquer à la drogue, ils ne vont pas s'attaquer à la contrefaçon. Devant les tribunaux, vous allez préférer avoir des trafiquants de drogue plutôt que des gens qui trafiquent de la contrefaçon dont on estime que c'est un crime sans victime. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un crime avec victime. La contrefaçon, c'est extrêmement grave. Les chiffres sont absolument astronomiques. Pour l'industrie européenne, c'est 26 milliards d'euros. C'est 38 000 emplois en France. C'est 16 milliards d'euros de perte de recettes fiscales. Et en plus, ça finance le terrorisme. Alors, ça finance le terrorisme, notamment du Hezbollah, qui est spécialisé dans le faux Viagra. Ça ne marche pas, tant pis. Je ne veux pas savoir, ça ne regarde pas. Mais il y a beaucoup de ça. Il y a aussi beaucoup de faux CD. Alors, ça peut être Kalsoum, Habibi, mais juste après, il y a la fabrication de bombes. Il y a des messages terroristes, donc ça, ça contribue aussi au problème. Et puis, alors j'avais surtout ça sur le Doctus Comigo. Le Hezbollah travaille beaucoup avec la contrefaçon, mais pas seulement. Vous avez aussi la Didé Compagnie en Inde. Vous avez, je reprends ce que j'ai écrit parce que c'est plus simple. Vous avez au Pakistan des groupes officiels pakistanais qui font de la contrefaçon de cigarettes, qui marche aussi très bien. Vous avez le Hezbollah, qui est un spécialiste de la contrefaçon. Vous avez le Hamas, évidemment, qui a même trafiqué du chocolat, contrefaçon de biens alimentaires, médicaments. Le FBI a révélé que le Hamas récoltait des fonds de soutien, notamment avec de la contrefaçon, le Fatah aussi.
Donc il ne faut pas croire que la contrefaçon, c'est anodin. Vous pouvez tourner, s'il vous plaît? La contrefaçon, c'est quand quelque chose est le nom ou le fait de l'avoir, comme même du chocolat ou du Viagra, rend la chose désirable au point qu'on se dit, si je peux l'avoir moins cher, je fais une double bonne affaire. C'est ça. Alors, quand c'est Gucci Prada, vous avez même enfin, Vuitton et compagnie, vous avez des magistrats qui considèrent que c'est de la péréquation sociale. Vous n'avez pas les moyens de vous acheter un faux sac Dior, vous en achetez un faux, vous n'avez pas les moyens de vous acheter un vrai Vuitton, vous en achetez un faux, etc. Sauf que les réseaux qui vivent de cette contrefaçon sont aussi ceux qui financent le terrorisme. Moi, j'ai été très surprise quand j'ai rédigé ce bouquin sur l'impact et sur les montants liés à la contrefaçon qui, eux, finançaient le terrorisme, puisque ça a l'air d'un crime sans victime. À partir du moment où ça finance le terrorisme, ça devient un crime avec victime, forcément. Vous pouvez tourner, s'il vous plaît? Bon, la drogue, évidemment, finance aussi le terrorisme. Vous voyez, les chiffres sont quand même astronomiques. 300 millions l'année dernière, 228 millions de personnes qui consomment. Ça, c'est évidemment le Hamas, le Hezbollah et évidemment les cartels un peu ailleurs. Et oui. Le BDS dans tout ça? Pardon? Le BDS? BDS. Le BDS? L'organisation BDS contre qui promeut le Boycott. Le boycott? Ça, je sais pas, mais de toute façon... Parce qu'en fait, le BDS, c'est... en fait, vous avez cette immense fleuve qui sont toutes ces organisations terroristes dans le monde. Le BDS a été créé en 2005, la même année où le oui, celui de boycott. Ah, c'est pas que du boycott, en fait. C'est de l'entrisme. C'est de l'entrisme, mais c'est la branche financière, en fait. Ils ont un argent fou, ils sont en train de justement... Oui, mais alors bon, moi j'ai pas étudié le BDS, parce que pour moi... Mais ça fait pas en fait, il est derrière, le Fatah, il est derrière. Non, mais peut-être, mais en attendant, voilà les financements. Vous tournez, s'il vous plaît. Ça, c'est la drogue en France. Voilà. Et puis, un sujet extrêmement important, c'est le financement, c'est le trafic de migrants. Je voudrais attirer votre attention une petite seconde là-dessus, parce que vous vous dites, mais finalement, le trafic de migrants, c'est quoi? Alors, ça, c'est 150 milliards de dollars par an, donc c'est un montant absolument astronomique. En France, c'est 5 à 7 milliards, et on a arrêté... Vous pouvez tourner, s'il vous plaît? On a arrêté plusieurs réseaux, vous voyez le nombre de gens interpellés, les filières, les traversées, les montants, et on a arrêté à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne l'année dernière un réseau. Et quand on a remonté la filière financière, il y avait un peu plus de 30 millions pour le Hezbollah et 10 millions pour le djihad islamique. Donc il faut comprendre que toute cette criminalité organisée finance aussi le terrorisme. Et donc tout à l'heure, quand je vous ai expliqué très rapidement que la grosse machine d'argent sale finançait à la fois la criminalité organisée et à la fois le terrorisme, vous en avez ici évidemment quelques éléments, avec évidemment un sujet complémentaire, c'est que pour ceux qui connaissent le sud de l'Espagne, ou Vintimille ou ailleurs, Marbella, Porto-Banús, etc., vous avez des gens d'Afrique subsaharienne qui vendent de la contrefaçon. Ben, c'est cela. Et puis vous avez au téléphone des gens qui vont essayer de vous arnaquer avec une Marie Bernadette qui a un accent subsaharien à couper au couteau, parce qu'il y a des squads de migrants qui sont pris en étau par des trafiquants et qui sont formés pour toutes les infractions au téléphone, pour toutes les escroqueries au téléphone, pour toutes les escroqueries en ligne, sur les identités, les faux IBAN, tous les coups de fil que vous recevez et que vous ne devriez pas recevoir, etc. Ce sont des gens qui fuient déjà le terrorisme dans leur propre pays, qui quelque part financent. Absolument. Absolument. Et ça, c'est probablement le sujet le plus délicat, parce que ce trafic de migrants, non seulement il nourrit des filières criminelles et des filières terroristes, mais en plus il déstabilise nos pays. Évidemment, il déstabilise la politique, parce que c'en est un enjeu politique que chacun connaît ici. Mais si vous voulez, en plus l'aspect humain qui vient en premier, mais les réseaux et les filières de financement du trafic de migrants financent le terrorisme, ça c'est une évidence, notamment en Afrique de l'Ouest, et ça évidemment
c'est absolument, et la criminalité organisée. Donc, ce que je vous ai expliqué au début de ce lien entre la criminalité organisée et le financement du terrorisme, il faut bien comprendre que tout ça fonctionne malheureusement à l'unisson, et c'est tout à fait dommage. Et on a évidemment énormément de travail à faire en sorte que ça s'arrête. Moi, je pense que suivre l'argent est une bonne méthode, parce que c'est la meilleure. Malheureusement, on a un peu de difficulté avec ça, mais je pense qu'on va finir par y arriver. Et en attaquant évidemment le blanchiment. Alors après, on a encore un tout petit truc, je ne sais pas ce qu'il y a après. Faites voir ce que j'en ai mis après ici. Qu'est-ce qu'on a après? On a peut-être le trafic d'or. Ça, c'est quelques exemples de trafic d'êtres humains en Libye, en Algérie. Les slides sont disponibles si vous les voulez après. Alors ça, c'est très intéressant aujourd'hui. Pourquoi c'est très intéressant aujourd'hui? Parce que vous voyez les pays producteurs d'or. Le Mali. Là, on ne peut pas se marquer comme les diamants. Ils ne se marquent pas du tout et ils se font. Mais les diamants non plus sont quasiment pas marqués. Vous avez le Mali qui va quand même pas très bien. Et parmi les gros producteurs d'or d'Afrique de l'Ouest, vous avez le Soudan. Il n'a pas échappé qu'il y avait quelques difficultés. Comme par hasard, c'est un pays où il y a évidemment beaucoup d'or. Et évidemment, beaucoup de trafic d'or avec un prix de l'or qui est... Et donc, lorsque vous avez les pays amis qui achètent l'or ici avec de l'extraction minière artisanale ou pas, ça va nourrir le terrorisme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et quand vous aurez du terrorisme dans l'Afrique de l'Ouest, vous allez avoir des migrants qui vont fuir le terrorisme, qui vont eux-mêmes alimenter des filières, évidemment des migrations et du trafic de migrants, qui vont eux-mêmes financer le reste. Donc vous voyez, il y a une espèce de cercle qui est loin d'être vertueux entre toute cette criminalité. Alors même si on n'a pas de problème ou assez peu aujourd'hui de problème de terrorisme en France, quoique on en a quand même, il faut bien voir que le problème au niveau mondial reste le même et que l'argent est quand même le cœur du sujet. Vous voyez, bon, le Soudan, ça fait partie des très gros producteurs d'or. Le Mali, le Burkina, par là, ça va quand même très très mal. Donc les gens vont fuir le terrorisme. Voilà. Pendant ce temps-là, d'autres vont profiter de l'or et des minerais qu'il y a dans ces pays, vont nourrir, parce que évidemment c'est les terroristes qui vont utiliser l'extraction minière artisanale, et tout ça est un système qui s'autofinance. Puisque l'or est après revendu sur des marchés tout à fait légaux, quasiment dans la bourse de l'or. Via des pays du Golfe. Donc on achète de l'or valeur refuge que nous conseillent parfois des gentils banquiers ou autres. C'est vrai, il faut savoir d'où il vient. Sauf quand il est fondu, vous ne savez pas d'où il vient. D'ailleurs, les bijoux du Louvre doivent être maintenant quelque part par là, dispersés. Il y a évidemment beaucoup de trafic en dehors de l'or. Mais j'ai trouvé que les cartes c'est toujours intéressant. Parce que ça parle toujours, la carte. Et quand vous regardez les pays très sensibles, et que vous voyez que, évidemment, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, le Burkina et le Mali, vous voyez bien comment ça va mal, Boko Haram et tous les autres, ici le Soudan, vous voyez bien que tout ça est absolument névralgique, et qu'en même temps, comme par hasard, c'est là qu'il y a beaucoup d'or. Et comme par hasard, l'or a atteint des plafonds. Voilà. Donc il faut arrêter tout ça. Ça me semble pas probable, même très improbable. Je peux juste avancer peut-être un petit peu. Quand vous parlez donc de terrorisme, on parle de l'islamisme, mais l'islamisme et l'argent au départ, c'est aussi un sujet sensible, parce que comme toutes les religions, ils ne sont pas censés faire beaucoup de bénéfices. Ils le blanchissent à leurs propres yeux. J'ai lu le livre, c'est pour ça que j'ai la réponse. Oui, non mais d'abord il y a aussi l'extrémisme, il y a aussi un chapitre sur l'extrême droite. Passage. Non mais là on parle de mouvements terroristes qui se financent avec des objets de criminalité organisée. C'est la fusion des deux. Moi je ne parle pas des musulmans dans leur ensemble, je parle du mouvement terroriste qui se finance comme ça. Non mais après ils veulent revendiquer un certain islam qui est censé être propre au niveau de l'argent, on va dire, Et qui ne l'est pas du tout. Et qui ne l'est pas du tout. Donc il y a encore en plus
t'es offri quelque part. Non mais, moi je pense surtout par exemple à Boko Haram et à l'Afrique de l'Ouest que je connais bien, où sous couvert de mouvements plutôt religieux, on a affaire à des terroristes violents tout court. Je pense que l'islam est juste un cache-tête, si j'ose dire, en tous les cas un alibi pour des gens qui ne respectent absolument pas les valeurs de l'islam. Et c'est ça le problème, c'est que tous ces terroristes et toutes ces actions-là, et ce que font les frères musulmans, nuisent les premières victimes, c'est quand même les musulmans. On a 7 millions de musulmans en France, dont la quasi-totalité respecte parfaitement les lois de la République et sont pris en otage par les autres. C'est quand même une réalité. Enfin, c'est mon point de vue. Comme les Italiens et la mafia à un moment donné. Bah, mais là, les Italiens ont pris des mesures fortes. Et ça portait pas sur la totalité des Italiens. Là, l'opprobre se porte sur nos amis et les Français de confession musulmane qui ont, de mon point de vue, toute leur place dans la République. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Il me semble. Surtout en terre concordataire. S'agissant de l'or, il manquerait à ce puzzle un élément important, intéressant également. C'est non exhaustif, mais il y a des États qui sont aussi dans une machine à blanchir tout cela, notamment, je pense, peut-être, en désignant de façon plus objective des États comme hors Union européenne, comme la Suisse par exemple, dont on sait que les principales raffineries, fonderies d'or s'y trouvent. Et là, il y a tout un circuit, effectivement, qui nous échappe. Je pense que c'est un élément également assez occulte et qui n'est pas mis en relief suffisamment. Alors, moi, la Suisse, j'ai pas vu. À mon avis, c'est peut-être J'ai à vu. creuser. Peut-être, je vais le noter pour le prochain chapitre. Mais la Suisse a fait quand même pas mal de progrès. Oui. On est plutôt sur un certain nombre de pays du Golfe qui ont moins de pudeur, sur lesquels on a quand même un certain nombre de sujets. Les sur fonderies d'or des nazis en Suisse, c'est découvert. Oui. Je m'excuse, je ne polarise pas sur ce pays, mais entre autres. Non, mais là, on est nazi, on est d'accord. Et là, peut-être, vous avez également une piste à explorer. Non, mais lors des nazis, malheureusement, je peux être qu'être d'accord avec vous. Les proportions sont maintenant très importantes. Et je pense qu'il y a quand même une communauté internationale, il y a quand même un certain nombre de règles. Il y a quand même le name and shame, notamment sur le secret bancaire, où la Suisse a quand même fait beaucoup de progrès. Et c'est heureux. Il en reste d'autres, hein, malheureusement, c'est écrit là. Mais je ne suis pas très sûre que la Suisse prenne de l'argent africain en ce moment. Mais je vais regarder en Ça peut aboutir. une fois qu'il est fondu, oui, évidemment. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a presque fini. Voilà, on a un trafic d'or, voilà, vous avez les chiffres avec 2569 tonnes d'or importées aux Émirats. C'est quand même 115 milliards de dollars, donc vous voyez, on parle quand même de sommes relativement importantes. Voilà, sur l'extraction minière artisanale. Donc évidemment, c'est un sujet. Bon, après on a tout ce qui concerne les dons aux associations. Donc là, vous avez un petit schéma qui vient de Tracfin, qui est notre service de renseignement financier, pour vous expliquer un peu comment ça se passe sur les cagnottes en ligne, détournées, etc. Bon, je pense que là, on a à peu près fait le tour. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire enfin que le blanchiment d'argent, c'est entre 2000 et 5000 milliards de dollars par an. Que le recouvrement, il est 2%. En France, c'est 50 milliards avec 2% de recouvrement. Donc on a quand même beaucoup de progrès à faire. Vous pouvez revenir à... Voilà ça. Voilà. En France, c'est ça. La récupération des avoirs criminels, c'est 1 à 2%, c'est très peu. Avec des sites de blanchiment, bon, très connus, on va pas faire ça ce soir, il est déjà tard. Voilà. Et puis ça, c'est bien si on peut la mettre en gros. Voilà. Et puis je vais finir par ça, qui sont les principaux pôles de blanchiment qui sont aussi des pôles importants de financement du terreau. Donc la contrefaçon, on l'a vu tout à l'heure, ça a l'air complètement anodin et un crime sans victime, c'est pas le cas. Vous avez de la drogue, bon ça tout le monde le sait, sachant que la contrefaçon fait un chiffre d'affaires plus important que les narcos.
Ensuite, vous avez la contrebande de tabac, c'est quand même 2 milliards, là on parle de France. Hein. Vous avez ensuite l'exploitation sexuelle, c'est 1 à 3 milliards. La fraude aux finances publiques, ouais, c'est entre 20 et 40 milliards. Donc avant de taper le contribuable, avant de taper le malade, de réduire la taille des sparadraps, de faire des misères aux chirurgiens, aux médecins, aux chirurgiens esthétiques et tout ça, et d'embêter mon ami Doc Talon, je propose qu'on fasse d'abord la chasse aux fraudeurs. Voilà, c'est ça. Les atteintes à l'environnement, c'est pareil, c'est-à-dire tous les marchés truqués, la corruption, etc. Voilà. Donc vous avez en France aujourd'hui 50 milliards de blanchiment d'argent. Récupération 2%. Le type intelligent, il quitte la France avant qu'on laisse ça. Et puis il va faire du blanchiment ailleurs. Voilà. Donc de mon point de vue, on est assez mal parti parce que cet argent-là finance à la fois la criminalité organisée, mais aussi le terrorisme, dont je vous ai expliqué 18 fois depuis tout à l'heure que c'était la même machine. Et puis vous avez enfin toutes les références de ce que je vous ai dit, de façon à ce que vous puissiez vérifier point par point que malheureusement je ne vous ai pas menti. Les notes sont importantes à la fin. À partout. Tout est absolument justifié. Non, tout est justifié, il n'y a aucun point qui n'est pas justifié. Donc il faut bien être conscient que ce financement du terrorisme, c'est aussi la criminalité organisée. Donc c'est normal qu'on tape le narco, il faut aussi taper le reste en termes de criminalité organisée. Surtout dans une ville comme Strasbourg qui est si près de tant de frontières, c'est vraiment très très important qu'on soit tout à fait éclairé sur ces sujets qui, moi, me semblent des sujets républicains. Enfin, c'est dans tous les cas comme ça que je les traite. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ouais. Petite question, vous parlez beaucoup des causes, mais pas des solutions, selon vous. Ouais. Est-ce qu'il y a des solutions à mettre en place concrètement? Parce que c'est un peu compliqué, parce qu'on dit qu'il faut suivre l'argent, mais globalement, il est déjà très suivi en France par rapport à d'autres pays. Pardon? Il est déjà très suivi en France par rapport à d'autres pays. Il n'est pas très suivi en France, il n'est pas assez de mon point de vue. Vous avez cette espèce de grosse lessiveuse qui est les banques, par exemple, sont soumises aux obligations du renseignement financier et du Tracfin, qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire une déclaration de soupçon s'il y a un mouvement. Donc en fait, vous qui allez traverser dans les clous, mon ami Gérard qui va vouloir transférer de l'argent à un de ses fils qui est à l'étranger, Doc Talon qui va vouloir investir ici ou là, vous allez avoir un tas de problèmes de la banque qui vont vous demander mais pourquoi vous retirez cet argent et pourquoi faire, etc., etc. La question, elle se pose à un autre niveau. C'est que vous avez beaucoup de gens qui ne jouent pas du tout les règles du jeu. Vous avez des entreprises éphémères, des entreprises qui se constituent uniquement pour frauder la TVA, l'URSSAF, etc. Ça, c'est des vecteurs, les ongleries, les kebabs, etc. Il y en a partout. Ceux-là, vous n'avez pas le temps de les attraper parce qu'elles ont disparu. Elles ont carotté l'URSSAF, carotté la TVA, et elles ont disparu. Donc, on a proposé des dispositifs de contrôle ab initio, c'est-à-dire au moment où l'entreprise se constitue. On a du mal à le faire. Bon. Ensuite, il y a un mouvement global qui consisterait à dire qu'il faut supprimer le cash, puisque c'est le cash qui crée le problème. Le problème de la suppression du cash, mes chers amis, c'est que ça nuit aussi à votre liberté. Et que moi, à titre personnel, je suis extrêmement hostile. Vous voulez vous acheter des porte-jartelles, je ne suis pas sûre que vous utilisez votre carte bleue et que votre banquier ait besoin de savoir ce que vous achetez, avec votre argent. Vous voulez donner de l'argent aux petits-enfants ou à vos enfants, c'est votre droit le plus strict de retirer du cash de votre compte de l'argent que vous avez gagné pour le donner en cash à qui vous voulez. Vous voyez? Donc la solution qui consisterait à supprimer le cash n'est pas non plus une bonne solution. Moi je pense que la solution consiste à toper la criminalité, c'est-à-dire plus toper la contrefaçon, donner plus de moyens à nos services de police, de gendarmerie, à nos douaniers, qui font un travail formidable, à qui je veux rendre un hommage appuyé, parce qu'ils font un travail fantastique. Les magistrats sont à l'os, ne peuvent pas travailler plus que ce qu'ils ont. En ce moment, chaque cour est bourré de dossiers. Donc si vous voulez, il y a un problème déjà d'organisation, à la fois des poursuites et à la fois du judiciaire. Vous voyez l'état de nos prisons, tous les jours il y a un problème. Donc il faut remettre en place ce système de poursuite.
Et moi, à titre personnel, je pense qu'on peut taper le bas du spectre, mais qu'on n'arrivera pas au haut. Je n'y crois pas. J'ai vu le ministre des Affaires étrangères hier soir, avec lequel j'ai discuté longuement. Pour moi, je suis très pessimiste sur le haut du spectre. Mais sur le bas du spectre, je suis assez optimiste parce qu'on a quand même beaucoup de dispositifs qu'on peut mettre en place. Et on a aussi beaucoup de dispositifs qu'on a votés pour lesquels il faut donner les moyens de les appliquer. On a voté un texte contre le narcotrafic qui marchera aussi pour les autres sujets. Donc on a des outils. Mais maintenant, il faut que notre budget permette de donner des moyens à la police, à la gendarmerie, au renseignement. Il faut pouvoir croiser des données. Vous voyez? Donc on a des outils. Je pense qu'on va, sur le bas du spectre, on va y arriver. Sur le haut, j'y crois pas du tout. Et le Bitcoin? Alors ça, c'est formidable. Ça, c'est très intéressant. Alors en réalité, il faut bien savoir pour les uns, les autres, ceux qui ne sont pas là et qui regrettent de ne pas être là ce soir et qui je parle maintenant, il faut savoir que la blockchain est traçable. Donc, tous les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir se planquer derrière des cryptoactifs doivent savoir qu'à un moment ou à un autre, on peut décrypter les cryptos. Et que donc on va les retrouver. Donc c'est momentané, l'opacité. Parce qu'on a des logiciels, on a des techniques de décryptage des cryptos. Aujourd'hui, Europol et Interpol vous expliquent que 100% des dossiers de criminalité organisée et de terrorisme utilisent des cryptoactifs en tout ou partie. 100%. Il n'y a pas un dossier de criminalité organisée qui n'a pas de cryptoactifs. 100%. En tout ou partie. Mais c'est démontable. Donc la blockchain est lisible. C'est une opacité temporaire, mais le temporaire peut durer longtemps. Mais oui, c'est un sujet. C'est un gros sujet. Mais il faut bien comprendre que c'est décryptable. C'est-à-dire que c'est pas pour toujours l'opacité. C'est un moyen de rendre opaque un certain nombre d'opérations, mais on arrive à les décrypter. Si. Il y a des logiciels de décryptage, notamment chain analysis, etc. Si, ça se fait. Ça prend du temps. Le spécialiste mondial du décryptage des cryptos, il est français chez Europol. Les gens viennent du monde entier pour débloquer les dossiers chez lui. Ça prend du temps parce qu'il y a des mixeurs, parce que c'est très compliqué, etc. Mais c'est absolument déchiffrable. La blockchain est absolument traçable. Ça prend du temps. Ça peut prendre du temps. Mais c'est un moyen d'opacifier. Et d'ailleurs, on a créé une infraction particulière, ce qui est évidemment la présomption de blanchiment. Et si vous utilisez des mixeurs ou si vous avez dans un dispositif notamment des cryptoactifs, on considère que c'est une présomption de blanchiment. Donc ça va faciliter le travail des poursuites. Où est-ce qu'apparaissent les cryptoactifs sur une comptabilité? Il y a des portefeuilles, des mallettes. Mais alors il y a des dispositifs fiscaux maintenant où on doit déclarer ce qu'on a comme actif en cryptoactifs, parce que c'est évidemment fiscalisable, si elles sont légales évidemment, parce que si vous avez des cryptos illégales, alors qui viennent d'Iran ou de Russie, vous ne les déclarez pas. Mais techniquement, vous devez les déclarer. On peut même les saisir d'ailleurs. Donc c'est devenu un actif comme un autre. Ouais, ça fait partie. Ce que je ne comprends pas trop là-dedans, c'est leur valeur réelle. Puisqu'elles changent, elles sont très volatiles. Alors, on exerce une... C'est très intéressant parce que justement, on a une agence qui s'occupe du recouvrement des avoirs criminels qui s'appelle la GRASC. Et la question de la grâce, c'est quand vous saisissez chez des criminels, terroristes ou pas terroristes, des actifs, à quel moment vous vendez le portefeuille. Et l'idée, c'est plutôt de les autoriser à le vendre au moment où ils les ont saisis. Parce que comme on ne connaît pas la valeur à terme, et que les procédures peuvent être longues, on a ce sujet de la valorisation des portefeuilles. Mais c'est fiscalisé, c'est dans tous les codes maintenant, on peut les saisir, y a pas de, c'est devenu un actif comme, enfin je parle sous votre contrôle, c'est devenu un actif comme un autre qui peut être saisi, vendu, etc. Donc c'est sa valeur qui me paraît très... Mais ça c'est le marché, c'est l'offre et la demande. Hein. C'était comme les monnaies autrefois en Europe, hein. Il y avait la lire italienne qui variait beaucoup. Vous n'avez plus de pain d'épices, il va gagner beaucoup d'argent chez Fort Wenger parce qu'il va jouer sur l'offre et la demande. En ce moment, c'est la pleine saison. C'est l'offre et la demande sur ça.
Simplement, si vous voulez, c'est un sujet pour lequel la culturation est moyenne, c'est-à-dire qu'on n'a pas complètement comprendu comment ça marche. Non, mais on est d'accord. Bon, voilà. Donc, le temps que les gens comprennent, le temps que les magistrats, que la chaîne pénale comprennent bien comment ça marche, le temps que les petits hommes gris de la DGFIP comprennent comment tout ça fonctionne, etc., les criminels, eux, ils auront déjà changé 18 fois de méthode. Voilà, donc il y a une acculturation, de ces cryptoactifs, et je ne vous parle pas des parlementaires. Qui doivent voter le règlement MICA européen, etc., pour lequel il y a quand même une très faible minorité qui comprennent de quoi on parle. Et je parle évidemment en toute bienveillance pour mes collègues et pour moi-même. Mais moi d'ailleurs, je vais avoir une modification de mon livre, parce que depuis que j'ai publié, j'ai appris beaucoup de choses, et que le chapitre sur les cryptos va faire l'objet d'une mise à jour prochaine, parce que ce que j'ai compris et ce que j'ai appris depuis la publication en janvier nécessite une mise à jour. Tout le temps. Voilà, ça c'est un sujet, mais si vous voulez, c'est un sujet... Comment voulez-vous comprendre notre génération, un système bancaire complètement parallèle du système bancaire, avec des valeurs qui ne sont basées sur rien du tout que l'offre et la demande, avec un président des États-Unis qui crée sa propre monnaie le jour où il est élu, sa femme en faisant une autre, etc. Je veux dire, tout ça, et quand même, que nos amis iraniens n'ont plus d'électricité chaque fois qu'ils font du minage, que le Kazakhstan est le plus gros pays qui fait du minage, mais qui rentre dans les accords d'Abraham, donc on lui parle d'à peu près tout. Enfin, tout ça est quand même très très abstrait. Parce que... Quand vous parlez de minage, juste pour tout le monde. C'est la fabrication de cryptoactifs qui nécessite énormément d'énergie. Pas énergie comme ça, énergie. Mais si vous voulez, pour notre génération, c'est très très compliqué à comprendre, même à imaginer, parce qu'on est quand même, je veux dire, chez moi, on compte l'argent. Bon, voilà. Donc c'est assez compliqué d'avoir un système totalement dématérialisé. Même pour la compréhension intellectuelle, c'est compliqué. Et pourtant, il y a à peu près 12% de la population française qui ont des portefeuilles en crypto. Ben oui. Donc, mais c'est tellement abstrait qu'on a quand même beaucoup de mal, et je ne vous parle pas du législateur qui a encore plus de mal avec cette donnée qui est vraiment très nouvelle et très fluctuante et très abstraite en réalité. Mais oui, mais pourtant, on a depuis au moins 4 ou 5 ans, il y a plusieurs règlements de l'Union européenne, et on a autorisé évidemment tout ce qui concerne les saisies, la fiscalisation des portefeuilles de cryptoactifs. Donc c'est rentré dans le système, ça fait partie des actifs. Vous devez les déclarer si vous avez un portefeuille en cryptoactifs. Ouais. Et qu'en est-il de la Turquie et du Qatar par rapport à toutes ces activités financières sur le sol français, en sachant que le Qatar a investi dans beaucoup de choses, comment est-ce que vous surveillez ça? Qu'est-ce qu'il y avait des associations? Comment ça se passe? Ça ne se passe pas. En ce qui concerne le Qatar, c'est extrêmement compliqué, notamment grâce à une convention fiscale très avantageuse. Alors le Qatar a renvoyé les frères musulmans du Qatar récemment, en disant qu'il ne voulait plus en entendre parler. L'ambassadeur du Qatar aux États-Unis a dit qu'il assignerait en diffamation toute personne qui ferait un lien entre le Qatar et les frères musulmans. Bon, la Turquie est en train de prendre un peu de distance. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. En sachant qu'il y a beaucoup de l'argent qui circule sur le sol français. Oui, mais c'est aussi beaucoup d'investissement. Justement, qui dit investissement, dit titre de propriété, dit je m'installe à Bénin. Oui. Et on modifie des immeubles
immeubles historiques de Paris, l'hôtel Lambert, etc. Oui. Voilà. Oui, mais là ça c'est l'offre et la demande. Je veux dire, quand vous êtes fauché, vous êtes fauché. Donc quand les gens ont de l'argent, ils achètent. Vous savez que le Qatar a aujourd'hui plus de biens immobiliers que le roi d'Angleterre à Londres. Voilà. Donc après, là je passe la réponse. Mais il y a une... Ce qui fonctionne, pour tout vous dire, en ce qui concerne l'islam radical, c'est le name and shame. Le name and shame, c'est-à-dire le fait de nommer et de... Name and shame. Ça fonctionne assez bien. Exactement. Ça fonctionne assez bien. Ils n'ont pas envie d'être liés à ça maintenant. Et la Turquie prend un peu de distance. Ça va être un des derniers pays résistants, je pense. Il y a beaucoup de pays qui mettent les frères musulmans sur les organisations terroristes. L'Autriche l'a fait, les États-Unis sont en train de le faire. Et j'espère que la France va le faire bientôt. Vous avez parlé tout à l'heure des sociétés qui se créent. Oui. Avec un but de frauder aux URSSAF. Oui. Oui. Comment on arrive à contrôler et à empêcher les inscriptions, puisque n'importe qui peut créer sa société bien, oui. Avec des statuts, le greffe inscrit. Bien sûr. Oui. Alors justement, ça fait l'objet de multiples textes, y compris un que j'ai fait voter il y a le 5 novembre, pour renforcer le pouvoir des greffes. L'idée, alors, je ne sais pas si on peut avoir le... S'il vous plaît. L'idée est la suivante. Vous avez quand on crée une société, alors évidemment, on ne peut pas nuire au commerce, à l'artisanat, à la liberté. Il y a un petit schéma quelque part, non, apparemment. Voilà, ça c'est très bien. À peu près là. Donc vous avez l'idée, c'est que vous avez une société qui se crée, mais elle se crée avec l'intention de frauder. Donc ce qu'on a proposé nous, avec on l'a voté, mais le gouvernement n'était pas d'accord parce que les petits hommes gris de la DGFiP s'y opposent pour une raison que j'ignore. On voulait plus de contrôle des greffes. Quand vous avez un cabis, c'est votre permis d'avoir une entreprise, mais c'est aussi votre permis de frauder. Donc nous, ce qu'on a demandé, c'est plus de contrôle avant la délivrance du cabis. C'est-à-dire vérifier l'origine des fonds, vérifier les associés, vérifier les pièces d'identité au moment avant de donner le cabis. C'est-à-dire de faire un peu de prévention. Parce que, de toute façon, d'un point de vue strictement technique, je m'excuse de parler boutique, mais les actes qui sont faits pour la société en formation peuvent être repris par la société quand elle est immatriculée. Donc, un petit délai d'un jour ou deux ou trois dans la délivrance du cabis, c'est pas grave si ça permet aux greffes d'avoir des contrôles. Donc nous, ce qu'on veut, avec le Conseil national des greffes, etc., c'est plus de contrôle au moment de l'immatriculation. Et puis, on veut aussi que l'URSSAF, etc., ait des clignotants. Quand vous avez une société qui va se constituer avec une domiciliation, dans une société Régus ou n'importe quoi qui fait de la domiciliation, avec un compte bancaire en ligne, N26 ou n'importe quoi de ce genre-là, qui est dans un domaine à risque, type BTP, barbeur, onglerie, machin, etc. Là, vous devez avoir un petit clignotant. Quand le chiffre d'affaires augmente très vite, le nombre de salariés augmente très vite, mais que brusquement les cotisations du URSSAF ne sont pas payées, là, vous devez avoir un clignotant. En Belgique, ils ont un système, ça s'appelle la banque Carrefour des entreprises, où vous avez un pôle d'huissiers qui travaillent ensemble avec les greffes des tribunaux de commerce. Si vous, au moment du deuxième papier bleu, vous avez un contrôle du tribunal de commerce. Vous ne pouvez pas frauder l'URSSAF très longtemps, ni la TVA très longtemps. Donc si vous voulez, la majeure partie des pays européens ont des systèmes de détection précoce de ces entreprises éphémères. Nous, parce qu'on est formidables, parce qu'on est les meilleurs, on a notre système à nous. Total, ça fait 10 ans qu'on a 25 milliards de fraude à la TVA. Mais c'est de la fraude à la TVA et c'est en plus de la fraude d'URSSAF. Donc si vous voulez, la fraude, elle est double. Parce que le temps que vous cherchiez, le temps que la contrainte de l'URSSAF arrive, le temps que la TVA se mette en route, la société elle a disparu. Et tout ce qui va avec, pareil. Donc on a un sujet là-dessus. Et de toute façon, les sociétés éphémères, c'est vraiment le cheval de Troie de la criminalité organisée. Clair.
très bien identifiés par Europol, par Interpol, par nous, par tout le monde. Le problème, c'est quand est-ce qu'on va mettre en place un logiciel de détection précoce qui existe. Il y a des clignotants, il y a l'intelligence artificielle, il y a le travail des greffes. Ça, c'est très important, parce que j'ai travaillé avec le Conseil national des greffes qui dit, mais donnez-nous plus de pouvoir pour qu'on puisse... Parce que si vous voulez, le petit délai entre le dépôt et la délivrance, ça vaut la peine de vérifier pendant quelques jours avant de donner le cabis. Vous voyez, ça va pas empêcher la société de travailler. Donc on a des outils où ils travaillent, c'est très important. C'est vraiment les sociétés éphémères, voire jetables, désormais, c'est vraiment le cheval de Troie de la criminalité organisée. Vraiment, c'est le sujet. Et quelle réaction quand vous identifiez avec des clignotants, quand vous identifiez une prévention de fraude à l'URSSAF et à la TVA, ça s'arrête. vous procédez à la radiation et après? Oui. Bah, après, on saisit les biens, on les bloque, on bloque les comptes. Pas de bien, il n'y a rien. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Mais il faut déjà mettre en place le mécanisme de clignotant. Pour l'instant, il n'est pas vraiment là. Si on est le pays le plus permissif et pas très... On n'est pas très permissif. Le système... plus Non, par rapport à nos voisins. Non, ce qu'il faut être clair, c'est que le système bancaire, le système, etc., il est robuste. Nos agents qui travaillent sont aussi robustes et déterminés. Le problème, c'est que les voleurs sont beaucoup plus vite que les gendarmes. Et l'intelligence artificielle et la modernité fait qu'ils courent encore beaucoup plus vite. Et que le cybercriminel, il court encore beaucoup plus vite. Et ça, malheureusement, il va falloir revoir un peu tout ça. Il faut donner des moyens. Vous ne pouvez pas demander à des gens d'être à la fois sur les migrants, sur la contrefaçon, sur la drogue, sur la fraude, quand il n'y a plus de moyens humains non plus. On a supprimé 12 000 ou 14 000 agents du contrôle fiscal, il ne faut pas s'étonner non plus qu'il y ait des problèmes. Enfin, je veux dire, à un moment, vous ne pouvez pas tout régler par l'intelligence artificielle, il faut de l'humain derrière. Donc c'est un sujet, c'est un vrai sujet de priorité. Là, on va augmenter les budgets de la défense au point de leur donner une indigestion, ils ne pourront jamais tout consommer. Et pendant ce temps-là, on retire de l'argent ailleurs, ce qui, moi, ne me semble pas un bon équilibre. Mais bon, c'est des choix gouvernementaux, donc moi, je ne suis pas responsable. Mais la réalité, c'est ça. Je veux dire, il faut comprendre que les agents, que ce soit de la DGFiP ou d'ailleurs, ils peuvent faire qu'avec ce qu'on leur donne. Alors, on peut leur donner des outils législatifs nouveaux. Ils peuvent s'y accoutumer, l'acculturation, etc. Mais il faut aussi qu'ils aient des moyens de temps et des moyens matériels pour pouvoir gérer tout ça. C'est très très compliqué, vraiment. Moi, je ne suis pas dans le yaka faut que. Au contraire, j'essaye de dire, voilà, voyons les choses en globalité, essayons de coordonner un peu tout ça, voyons ce qui se passe ailleurs et essayons de rendre plus opérationnel, avec quand même des forces de police, de gendarmerie, du contrôle fiscal, des douanes. J'ai été avec le Premier ministre inaugurer un nouveau service. Je veux dire, on a des gens fantastiques. Et il faut des moyens aussi techniques et financiers. Vous avez aujourd'hui, dans un ministère très important, à 2 étages différents, 2 logiciels différents de décryptage de la blockchain pour les cryptoactifs, incompatibles entre eux. Entre 2 étages du même ministère, ils ne peuvent pas échanger les données. Et donc, pour voir toutes vos actions, Ou un petit peu. vous pouvez prendre le livre. Voilà. Vous aurez un panorama. Si vous ne complet. voulez pas le prendre, c'est pas grave. Merci.